Marie-Claude Rivard. Je suis professeure titulaire à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Moi, je suis rattachée au département des sciences de l'activité physique, où notamment je dirige les programmes de cycle supérieur. Moi, je fais partie de deux groupes de recherche, le GIRAS et le CRIRES, où, entre autres, j'y mène des travaux d'intérêt commun, je dirais, en éducation à la santé, auprès des jeunes d'âge scolaire, sous différents angles, entre autres sous l'angle de la collaboration et des saines habitudes de vie. J'ai commencé à m'intéresser à l'éducation à la santé, en particulier aux saines habitudes de vie chez les jeunes d'âge scolaire au début des années 2000. Deux éléments déclencheurs à ce moment-là. Le premier, le renouveau, la réforme des programmes scolaires québécois qui mettait en évidence de façon explicite le volet santé pour une première fois. Le deuxième élément déclencheur est lié davantage aux préoccupations communes, de plus en plus, je dirais, documentées dans la littérature, autant à l'échelle nationale que chez nous, sur les problèmes de santé chez les jeunes, en l'occurrence la sédentarité et la malbouffe. Par la suite aussi, il y a différentes lectures qui m'ont amené à un constat unanime, donc dans la littérature, à l'effet que l'éducation à la santé ne peut se faire seule, doit se faire en collaboration. Ça ne peut pas être porté par qu'un seul acteur. Donc, on parle de collaboration ici, école, famille, communauté. Ce fut d'ailleurs le début de ma collaboration avec la collègue, la professeure Rolande Deslandes du département des sciences de l'éducation à l'UQTR, qui travaille sur cette problématique depuis 2 décennies déjà. Donc, on a réuni à l'intérieur de travaux de recherche nos expertises et intérêts communs, de manière à mener nos travaux de façon à combiner à la fois éducation à la santé et collaboration école, famille, communauté. Bien, en guise de contexte, l'étude sur laquelle je vais vous entretenir aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du déploiement de l'approche École en santé au Québec, entamée en 2005. C'était une approche jugée structurante, globale, et aussi qui faisait appel à la concertation auprès de différents acteurs. Ça, c'est avancé notamment par Martin et Arcan. Donc, notre étude a été menée dans une école défavorisée en 2010, de manière à chercher, si vous voulez, à documenter comment s'engageaient les éducateurs et les parents en matière d'éducation à la santé à l'école. Donc, on a réalisé des entretiens individuels auprès de parents, auprès d'éducateurs, justement pour décrire leurs pratiques, leurs actions, leur engagement en matière d'éducation à la santé auprès des jeunes. C'est une étude de cas, donc l'idée n'est pas de généraliser les résultats, mais bien de comprendre de l'intérieur, si vous voulez, comment se manifeste cet engagement-là des adultes, de manière à justement identifier des pratiques qui peuvent être peut-être gagnantes. Et on souhaite aussi, ultimement, que les résultats de l'étude puissent alimenter, guider, si vous voulez, d'autres milieux similaires à cette école. Bien que plusieurs postures en recherche ou courants théoriques puissent s'intéresser au développement et à la santé des jeunes, nous avons privilégié le modèle de Hoover-Dempsey, qui, je tiens à le préciser, est un modèle largement utilisé en recherche, et ce, à différentes disciplines. Donc, on a aussi utilisé ce modèle-là parce que, justement, il était cohérent avec nos objectifs de recherche, puisque ce modèle stipule que l'engagement des adultes, en l'occurrence les parents et les éducateurs, influence les comportements des jeunes. Et ce, selon 4 grands mécanismes. Le premier, c'est le modeling. On le sait bien, exposé à des modèles, les jeunes vont acquérir des comportements, des habiletés. Le deuxième modèle est le renforcement, qui est associé à la théorie des comportements qui sont dictés selon les conséquences. Le troisième mécanisme d'influence est l'enseignement ou l'instruction, qui renvoie à l'action de transmission de savoir, de connaissances, qui à leur tour vont influencer les résultats visés chez les jeunes. Enfin, le quatrième mécanisme d'influence, c'est l'encouragement. On connaît tous une petite tape dans le dos qui, au fond, va susciter la motivation chez les jeunes et qui, à son tour aussi, va influencer ou va, d'une certaine manière, favoriser les comportements souhaités. De façon globale, les résultats de notre étude révèlent que l'école est engagée vers la santé, grâce à la mise en place d'activités spécifiques, soit en classe ou plus globales à l'échelle de l'école en matière de santé auprès des jeunes. Cela dit, cela implique donc des défis au quotidien qui sont, si vous voulez, rencontrés par les intervenants scolaires. Parmi les défis qu'ils ont identifiés, 2 principaux, je pense, retiennent l'attention.
Le premier défi est le fait d'intégrer l'éducation à la santé aux activités d'apprentissage qui sont déjà prévues au curriculum. À titre d'exemple, une enseignante en mathématiques pourrait se servir des étiquettes des valeurs nutritives de différents aliments à des fins de mathématiques en classe. Parce que ce qu'ils estiment, les enseignants, ou les intervenants scolaires, c'est que l'éducation à la santé est souvent perçue comme étant quelque chose de plus à faire plutôt que d'être intégrée aux activités d'apprentissage. Le deuxième défi est lié à leur rôle de modèle qu'ils doivent évidemment porter à tous les jours à l'endroit des enfants, à l'endroit des jeunes. Et ils trouvent que ce rôle de modèle-là est lourd parce que, entre autres, et un exemple bien précis, les enseignants, bien sûr, vont exiger des collations santé chez les jeunes et donc, par défaut, auront aussi à avoir des collations santé. Alors, ce rôle de modèle-là, à tous les jours, à chaque demi-journée, ils estiment que c'est lourd. D'autre part, 3 principaux défis ont été émis par les parents dans ce milieu défavorisé-là. Le premier défi, c'est d'agencer, d'une certaine façon, l'horaire des activités santé qui sont mises en place à l'école, d'agencer cet horaire-là avec celui des parents, du moins pour les activités pour lesquelles on les sollicite. Le deuxième défi, ce serait de rendre plus accessibles des aliments sains à bas prix pour ces parents qui sont parfois plus démunis, donc des aliments sains qui sont trop coûteux souvent pour eux. Et également de mettre en place des stratégies nouvelles pour tenter d'impliquer de nouveaux parents dans les différents comités ou dans les différentes activités dont on a besoin de leur participation. Il donnait à titre d'exemple de recruter des parents, de nouveaux parents, par le biais de parents qui sont déjà impliqués dans différents comités, par exemple. À la question « Comment intervenir de façon efficace pour promouvoir les saines habitudes de vie chez les jeunes d'âge scolaire ?» La réponse est complexe. En complément aux conclusions de recherche de ma collègue Deslandes sur l'apport incontournable des parents dans le système scolaire québécois, leur rapport est mis en évidence ici en éducation à la santé. Donc, dans cette lignée, je m'avancerai sur quelques pistes. Une première piste touche, si vous voulez, la pérennité, la pérennité des initiatives en éducation à la santé. Donc, pour faciliter cela, il importe qu'il y ait un leader à l'école qui est porteur du dossier d'éducation à la santé. Une autre piste est liée peut-être au fait de reconnaître davantage le rôle influent des jeunes en matière de modèle, justement, comme modèle. Et donc, de reconnaître le potentiel influent de jeunes à l'endroit d'autres jeunes et qui peuvent exposer, donc, si vous voulez, les jeunes à des modèles qui sont accessibles pour eux. Une autre piste serait d'explorer divers modes de communication autres que l'écrit entre les intervenants et les parents, justement pour améliorer la communication entre eux. Une autre piste s'inscrit, je dirais, à l'instar d'Hoover Dempsey, qui stipule qu'il y a 4 mécanismes d'influence. Je pense qu'il est important d'exposer les jeunes aux 4 mécanismes, justement, de sorte qu'on puisse rejoindre le plus de jeunes possible. Puis enfin, une autre piste que j'estime aussi importante à explorer serait d'élargir le champ d'action de l'éducation à la santé au-delà du milieu scolaire. À titre d'exemple, il y a de récents travaux de recherche et d'intervention qui examinent les environnements favorables aux saines habitudes de vie, de manière à toucher et rejoindre et les familles et les communautés. En conclusion, l'éducation à la santé, portée par l'approche École en santé ou toute autre initiative en santé, peut être envisagée comme un projet rassemblant les différents acteurs autour de la formation du développement des jeunes, susceptibles de contribuer aux effets ultimes qui sont attendus, soit la santé, le bien-être et la réussite de notre jeunesse. En définitive, je dirais qu'une vision commune de la santé, de même que des actions cohérentes et concertées des différents acteurs, sont certainement les assises d'une telle visée.